Ok les jeunes, l'étau se resserre et faire 10 000 € par mois grâce au business en ligne devient de plus en plus compliqué. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les 18 moyens de gagner de l'argent en ligne sur lesquels tout le monde se rue ne fonctionnent plus aujourd'hui en 2025. Rassure-toi, il y en a 3 d'entre eux qui fonctionnent encore. Et dans cette vidéo, je ne vais pas faire une analyse telle que le budget requis pour lancer le business X ou alors les compétences requises pour lancer le business Y. Non. Je vais faire une vraie analyse de marché avec un prisme économique, avec un maximum d'objectivité et surtout des chiffres. Parce que les hommes mentent, mais... Et comme les hommes mentent finalement, eh bien tout le monde sur YouTube dans les vidéos qui montrent des business défend son bout de viande. Donc tout le monde dit non mais c'est mon business qui est le meilleur, non mais c'est celui-ci qu'il faut lancer en 2025, non c'est faux, c'est moi qui ai le meilleur business. Bon, l'idée ici c'est qu'on va arrêter les chamailleries, on va analyser 18 business en ligne en large et en travers. Donc ça va être une vidéo un peu longue, je vous l'accorde et je pense que vous l'avez vu. Du coup celui qui a la capacité de concentration d'une mouche mais qui dit quand même à ses potes non moi les gars, je vais percer, je le sens, je suis différent, bah il a pas sa place ici. C'est soit tu es concentré et tu veux une vraie analyse avec de la vraie nuance, soit bah il y a TikTok qui t'attend pour un petit shoot de dopamine gratuit là-bas là. Donc ce que je veux moi ici dans cette vidéo, c'est répondre à la question où circule l'argent et surtout où c'est le plus facile de capter cet argent. Donc on va voir 18 business models analysés avec la même grille d'évaluation, concurrence, marge, scalabilité, barrière à l'entrée, bref, on va tout décortiquer. On va aussi voir l'évolution entre 2020 et 2025 et montrer que ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Et on va surtout voir des données réelles, pas de la théorie, que des faits et des chiffres. Et surtout, en fait, l'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est urgent en 2025 de se bouger. Ça a changé, on n'est plus en 2020. La conjoncture économique rend l'entrepreneuriat beaucoup plus difficile que jamais, plus personne n'a d'argent, la concurrence explose dans tous les sens, on est dans un brouhaha permanent, des business ici, des business là, des concurrents là, des nouveaux produits là, des nouveaux trucs là, des anciens produits là, du recyclage, bref, la concurrence explose. L'IA, elle a complètement tout redéfini, ça change la donne, il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui sont en train d'émerger. L'ascenseur social, finalement, il se complique et donc il faut choisir le bon étage et surtout le bon ascenseur. Et ce qu'on va découvrir ici, c'est pourquoi 90% des opportunités business qu'on voit aujourd'hui sur Internet sont des pièges déguisés. À la fin de cette analyse, vous comprendrez pourquoi tous ces business demandent les mêmes compétences, mais peu d'entre eux permettent d'exploiter finalement à 100% le business. Et en fait, c'est une question de timing et de positionnement et pas de talent. Donc l'objectif, c'est vous faire gagner des années, au lieu de tester 5 business pendant 5 ans. Là, on va choisir directement celui où l'argent circule et surtout là où c'est le plus facile d'en capter. Petite présentation, moi c'est Simon, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 6 ans et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça. Donc c'est parti pour l'analyse la plus complète que vous verrez cette année. Première chose, le dropshipping, le plus grand, le plus connu. Aujourd'hui, c'est une illusion complète en 2025. C'est-à-dire qu'il y a des réalités économiques qu'on va analyser. Et pour le dropshipping, grosso modo, faut pas oublier que finalement, dans les marges qu'on va pouvoir obtenir, donc l'argent qu'on va pouvoir sortir du chiffre d'affaires, c'est entre 10 et 30%. 30%, je suis très gentil. Et c'est même moins de 10% après publicité et après toutes les emmerdes qu'on peut avoir lorsqu'on fait des retours chez des clients. Finalement, c'est une guerre destructrice. Pourquoi ? Parce que la concurrence est de plus en plus féroce. Il y a de plus en plus de monde, plus en plus de shops, plus en plus de manières de faire du dropshipping avec Amazon, avec TikTok Shop, avec bon bref, il y a de plus en plus de choses et donc tout le monde vend la même chose. Tout le monde vend la même chose avec les mêmes argumentaires, avec les mêmes publicités, avec les mêmes packaging, avec les mêmes délais de livraison. Tout le monde fait pareil. C'est une vraie guerre de prix destructrice. Surtout, derrière, il y en a qui vont dire oui, mais non, on peut faire un petit peu d'organique sur TikTok. Ok, mais du coup, tu as une dépendance totale aux algorithmes. Facebook, TikTok contrôlent ta survie. Finalement, tu as un business qui est fragile parce qu'il y a un changement d'algo, t'es mort. Pourquoi c'est devenu obsolète aujourd'hui ? On est dans un marché ultra saturé et donc il y a des milliers de personnes qui vendent la même chose, les mêmes produits d'AliExpress. Les clients, ils sont ultra éduqués, ils sont tous fait baiser au moins une seule fois et donc ils savent que maintenant il faut directement acheter en Chine parce que au pire tu te fais baiser, ça va, mais ça coûte que 2 euros. Et il y a des coûts publicitaires derrière tout ça qui explosent, le CPM, donc le coût par mille, finalement le coût pour qu'il y ait 1000 personnes qui tombent sur ta publicité, il a augmenté par 5 depuis 2017. Et donc les délais de livraison aussi derrière tout ça sont complètement inacceptables. Amazon Prime te livre le lendemain dans ta boîte aux lettres, presque même le soir même, et vous allez proposer des délais de livraison à 10 jours ouvrés. C'est juste pas possible. Donc il y a des leçons à en tirer de tout ça. À la limite, pourquoi pas, mais ne copiez pas. Créez-vous un vrai monopole. Vous pouvez pas
commencer en dropshipping générique. C'est économiquement, c'est d'un point de vue marché impossible. Il faut une innovation radicale, donc réinventer l'expérience client et pas juste faire de la revente de produits chinois. Il va falloir vraiment créer une marque, créer tout un univers, créer un packaging, une expérience, un parcours client spécifique, bref, tout un univers. Il va falloir penser beaucoup plus sur de la valeur durable plutôt que des gains rapides. Et si tout le monde saute sur le dropshipping aujourd'hui, c'est parce qu'on nous promet des gains rapides. Donc grosso modo, c'est une illusion complète. Le dropshipping classique, c'est devenu le casino. Il y a une différenciation qui est complètement presque inexistante. Sinon, en fait, vous êtes condamné à la guerre des prix. Et finalement, c'est un piège financier parce que tout le monde vous dit il faut 100, 500 euros pour commencer. Mais 100, 500 euros, c'est juste pour commencer, pas pour réussir. Et donc, il y a des coûts derrière qui sont cachés, les pubs, les retours, le service client, les différents outils que vous allez devoir utiliser pour créer quelque chose de réellement différent. Il y a un ROI qui est complètement incertain. Il faut savoir que 90% des dropshippers qui se lancent échouent dans les 6 premiers mois. 90%. Grosso modo, c'est du trading. Et il y a un cash flow qui est négatif parce que vous allez devoir payer les pubs avant de vous être payé. Parce que le temps que vous captiez, le temps que vous tombez sur un bon shop, le temps que vous créez un branding, un univers, une expérience, vous allez dépenser de l'argent pour vous faire connaître, pour obtenir la confiance des gens, et finalement, il y a un cash flow qui est négatif quand on se lance. Et finalement, c'est un peu une évolution qui est en train d'agir. C'est qu'avant, tu faisais un petit Facebook Ads qui était très facile. Tu allais chercher un petit micro-influenceur sur Instagram. Tu lançais ton shop, ça marchait. Les gens, ils connaissaient pas, donc forcément, ça marchait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il te faut un branding, il te faut des stratégies organiques qui vont être ultra carrées. Il faut que tu utilises l'IA pour être 10 fois plus rapide que tout le monde. Faire vraiment des stratégies adaptatives. Sinon, tu pourras pas t'en sortir. Et donc, il y a un investissement tech qui est beaucoup plus important qu'à l'époque. Et surtout, il faut de la professionnalisation. Donc, c'est pas adapté à un débutant, tout simplement. Verdict, capital de départ faible pour commencer, pas pour réussir. Il n'y a pas de stock physique, ça reste quand même un grand atout du dropshipping. Et il y a un apprentissage, par contre, du marketing qui va être fou. Parce que vous allez devoir maîtriser toute la chaîne de valeur. Vous allez devoir maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc, si vous êtes dans une optique d'apprendre, ok. Si vous êtes dans une optique de gagner rapidement de l'argent, oubliez complètement, c'est une illusion. Conclusion, c'est une course vers le bas. On se bat contre des prix. Finalement, notre vie quand on est dropshipper, c'est devenu Amazon. Il va falloir créer une marque unique, ça demande un investissement, innover radicalement avec la fidélisation, avec le branding, avec un parcours client, avec un délai de livraison plus court, avec bref, tout ça, ça demande des compétences. Et il va falloir finalement maîtriser l'IA et les nouvelles technologies. Finalement, autant choisir directement un business où les compétences dont je vous parle sont devenues un avantage concurrentiel et pas simplement un obstacle pour se battre contre des milliers et des milliers de dropshippers. D'ailleurs, petite précision, avec l'IA aujourd'hui, il y a aussi le marché américain qui vient s'installer sur le marché français parce que c'est devenu très facile de faire de la traduction, c'est devenu très facile de faire des créatives françaises même quand on est américain, c'est devenu très facile finalement de gérer un business quand tu es américain en France. Donc juste la concurrence est énorme. Deuxième chose, le SMMA. C'est pareil, c'est devenu complètement un mirage. Aujourd'hui, la saturation, elle est folle. On va voir tout ça ensemble. Il y a un marché qui est ultra compétitif. Il y a des milliers d'agences qui proposent la même chose. En plus de ça, il y a les entreprises, les PME, TPE et les grands groupes qui commencent à internaliser finalement la gestion des pubs, la gestion des réseaux sociaux, donc chez eux, avec leurs propres employés, leurs propres équipes. Donc il y a une course vers le bas, comme dans le drop, où la guerre des prix finalement elle est destructrice, et il y a un turnover de clients complètement élevé. Là où avant tu pouvais arriver, prendre 3-4 clients, gérer leurs ads, gérer leurs réseaux sociaux, avoir un beau récurrent, pricé quand même plutôt cher avec 3 ou 4 clients qui restaient longtemps. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Si t'es pas excellent dans ce que tu fais, il se barre. Il y a l'évolution en fait qui tue complètement les débutants. Tu pouvais avant prospecter à froid, personne connaissait. Aujourd'hui, t'appelles quelqu'un pour lui parler d'Instagram, il te dit mec, tu es en train de me faire chier, t'es le 15e qui m'appelle. Donc en 2025, il va falloir maîtriser avec beaucoup de compétences la publicité, les IA, les stratégies omnicanales et finalement être omniprésent. Donc ça demande des compétences qui sont bien moins accessibles aux jeunes entrepreneurs qu'à l'époque. Il y a le piège de la concurrence, c'est pareil, on nous a souvent vendu ce modèle comme quoi il n'y avait pas besoin de grand chose pour réussir. C'est faux aujourd'hui. Il y a une différenciation qui est
presque impossible, ou alors il faut faire des offres qui sont ultra complètes, qui vont demander des équipes, qui vont demander des compétences tous plus différentes les unes que les autres. Il y a des clients qui sont complètement éduqués, hein. Maintenant ça y est, on a compris comment ça marche la pub, on a compris comment ça marche les réseaux sociaux, on a compris que tu pouvais créer une LP en 2 secondes. Et finalement, il y a eu tellement de promesses irréalistes qu'on voit partout, hein. Si je vous ramène pas 10 clients par mois, vous ne payez pas. Les clients, ils sont déçus derrière parce que les mecs, eh ben, ils ont tellement copié Hormozy qu'ils ont fait des promesses complètement irréalistes. Ils délivrent pas à leurs clients. Ça fait des clients déçus. Ça fait des clients méfiants. Ça fait une mauvaise réputation pour les agences marketing, et puis ça craint, quoi. Donc il y a que les plus gros qui s'en sortent, les plus stratégiques qui s'en sortent, finalement, les plus compétents, donc tout sauf un débutant. Il y a une réalité financière qui est cachée par tout le monde, hein. C'est que tout le monde dit 50 à 80% de marge sur le papier, mais dans les faits, c'est pas vrai. Ça, c'était avant. Maintenant, il faut des outils, il faut une équipe, il faut prospecter partout, en volume, être omniprésent, donc ça coûte cher. Il faut pouvoir avoir des bons tarifs, donc bien négocier, bien ceci, ça demande des compétences. Il faut de l'investissement en gestion de clients, en campagne, en reporting, en suivi client, en fidélisation, en communication. Bref, finalement, les 50 à 80% de marge n'existent plus. Et donc, en fait, il y a une transformation qui a été un petit peu forcée. C'est avant, on était juste un gestionnaire de publicité. Maintenant, il faut devenir un partenaire stratégique. Donc, il faut connaître les entreprises avec lesquelles vous bossez, proposer des choses qui sont 360, et on reviendra dessus juste après. Ça a fait que le SMMA a évolué vers un autre business dont on parlera juste après. Verdict, il y a des marges qui, bon, certes, qui restent quand même assez élevées, hein. VS le dropshipping où c'est à peine 10 points. Là, on peut rester sur un 40-50% quand même assez facilement. Il y a un apprentissage marketing qui, pareil, va être complet. Et bon, celui qui est pas trop con, il voit qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage à obtenir. Et bon, pour le développement, pour l'évolution de soi-même, c'est quand même un vrai avantage, hein, mine de rien, plutôt que d'arriver sur un truc où t'es qu'un vulgaire exécutant qui n'utilise pas ton cerveau. Il y a rien de stimulant. Et tu peux aller chercher des beaux chiffres, mais avec une équipe. Et donc, ça demande d'autres compétences, de management, de process, etc. Le contre, c'est que c'est un marché qui est ultra saturé, ultra concurrentiel, c'est que c'est complexe techniquement. L'acquisition client devient de plus en plus difficile et ça nécessite des compétences. Donc en fait, aujourd'hui, il faut créer un monopole et ça exige de se réinventer. Pas juste de copier, de se réinventer, de garder ce qui fonctionne, de garder les patterns qui fonctionnent, de ne pas réinventer la roue, mais de réinventer, d'améliorer, d'apporter des nouvelles manières de voir, de nouveaux concepts, de nouvelles manières d'accompagner, de parler, de vendre, etc. pour finalement se différencier. Le problème du SMMA, c'est que c'est aujourd'hui impossible de se monopoliser dans un marché où tout le monde fait pareil. Donc, il y a une innovation qui est obligatoire, un investissement qui est lourd et des barrières qui sont à l'entrée plutôt hautes parce que les leaders ont tout pris. C'est un marché qui est finalement commodisé. Aujourd'hui, tout le monde est une vulgaire commodité et pour éviter ça, il faut maîtriser la tech, investir massivement dans la différenciation, avoir une expertise ultra pointue dans une niche et gérer des équipes. Troisième chose, l'OFM, le fameux OFM. Pareil, la fête est finie. L'âge d'or, il est complètement révolu. En 2022, pourquoi pas, il y avait le train à prendre. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Je dirais que celui-ci, ça le fait encore. Je vais pas être non plus de mauvaise foi, mais grosso modo, la fête est finie. Je suis pas en train de dire c'est une désillusion complète, c'est mort, c'est terminé. Non, juste la fête est finie. Donc l'âge d'or, il est révolu. Avant, c'était un marché explosif. Il y avait un nombre de personnes qui se lançaient sur ces réseaux-là, sur ces plateformes-là. Donc, t'arrivais, tu pouvais prospecter 3-4, je vais dire gonzesses, mais il n'y a pas que ça, mais 3-4 gonzesses. Et puis, tu pouvais choper quelqu'un. Parce que personne connaissait cet environnement, personne connaissait les techniques, personne connaissait les vidéos YouTube qui tournent et qui parlent de ça, personne connaissait les créateurs, personne connaissait les managers, les marketeurs qu'il y avait derrière. C'était presque une honte en fait d'être marketeur au début et manager OFM. Aujourd'hui, t'es une gonzesse, tu vas regarder les vidéos des mecs qui parlent de ça et puis finalement tu sais le faire le business. Donc finalement 2025 c'est un marché qui est ultra saturé, il y a des réglementations qui sont de plus en plus strictes et il y a une concurrence qui est féroce. Donc en fait, l'idée, c'est que juste que l'opportunité, elle a été manquée. Les pionniers, ils ont un peu pris toutes les parts de marché. En fait, il y a une oh la vache, je vais pas y arriver, vous avez compris. Et en fait, tout le monde est identique. Toutes les agences proposent la même chose. Il y a un turnover qui est énorme, c'est-à-dire que les créateurs changent d'agence, créatrices changent d'agence régulièrement pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs, pour gratter des coms. Et finalement, il y a une internalisation massive, donc les créatrices qui vont tout gérer elles-mêmes. Alors, il y en a qui ne le font pas, on peut encore faire du business là-dedans, bien entendu, mais il y a une paire de créatrices qui se disent, finalement, j'ai compris les rouages. Je vais aller recruter moi-même un chatter, je vais aller faire moi-même mon marketing, j'ai compris qu'il fallait faire des tunnels, emmener les gens sur Telegram, faire du 0 € et puis finalement derrière le business il se fait dans la vente de médias. Finalement le plus important c'est un chatter. Je vais prendre mon petit cousin ou je sais pas qui ou mon mec et il va le faire quoi.
Et donc, tout le monde internalise, ou en tout cas beaucoup de monde. Et donc les barrières, il y en a aussi qui sont devenues complètement insurmontables. C'est la conformité légale, le KYC, les archivages, les réglementations finalement qui sont devenues strictes. Mine de rien, l'État français a vraiment mis son nez là-dedans. Il y a une réputation qui est devenue essentielle, c'est que si t'es pas crédible, si t'as pas une réputation, t'es mort. Il y a tellement de mecs qui ont fait de la merde, qui ont volé des créatrices, qui les ont pas payées, qui ont volé leurs identités, qui les ont forcés à faire des trucs, que si aujourd'hui t'as pas une réputation, t'es mort. Ou alors il va falloir la construire. Et donc la construire, ça demande du temps. Il y a des infrastructures qui sont devenues de plus en plus lourdes. Il y a des chats 24 heures sur 24, il y a des équipes qu'il faut gérer. Pour gérer ces équipes, il faut des outils. Pour bien suivre les stats, bien suivre finalement le management, etc. Et donc finalement, le capital requis, il est bien plus que les 500 € annoncés par absolument tout le monde. Et donc il y a une réalité derrière qui est brutale. On n'est plus sur des commissions, sur des marges absolument folles comme à l'époque. On n'est plus sur vous allez pouvoir prendre 60% à la créatrice. On est plutôt entre 20 et 50%. 50%, c'est quand tu as une réputation qui est solide, parce que aujourd'hui finalement la manière de se différencier dans ce business model, c'est d'arriver et de dire moi je prends moins de com que mon concurrent et donc je te prends que 20%. Et va falloir jouer sur le volume et ça devient un autre business, ça devient un business de volume. Et donc derrière, les coûts opérationnels ont explosé. La marge nette, elle est plus aujourd'hui autour de 15-30. Et donc, il y a une volatilité extrême parce que c'est des revenus complètement imprévisibles qui dépendent, un, des créateurs et deux, de la régulation finalement de ce marché. Et donc, il y a une complexification technique. Avant, en 2020, tu avais besoin de rien. Aujourd'hui, il faut des IA, des analytics complexes, des gestions, des logiciels de gestion qui vont te permettre de faire de l'omnicanal, etc. Bref, c'est plus du tout la même chanson qu'avant. Avec la saturation qui est évidente, les risques juridiques majeurs. Finalement, le verdict, c'est que pourquoi pas, ça reste quand même des commissions, encore une fois, élevées. VS le dropshipping ou j'en sais rien, la vente de cigarettes électroniques où tu vas prendre 5, 10, 15. Si tu prends 15% de marge, t'es déjà le roi du pétrole. Et pourquoi pas, aller chercher des marchés de niche ultra spécialisés. Je vais être vulgaire exprès pour que vous compreniez, mais finalement avoir une agence OFM qui gère que des modèles grande taille, grosse taille. Bon, des grosses, vous l'avez compris. Je suis vulgaire exprès, mais vous avez compris l'idée. Pourquoi pas, à la limite de faire ça, parce que finalement personne ne veut les gérer ces trucs-là. Et il y a un contre qui est donc il y a des marchés qui sont saturés, les barrières d'entrée, etc. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Conclusion. L'idée ici, c'est juste que le train a été manqué. Le gros du cash, le gros de la valeur à capter, il se faisait en 2022. En 2025, c'est mort. Il va falloir beaucoup plus ramer pour aller capter la valeur économique de ce marché. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un marché énorme. Mais pour capter ta part du gâteau, c'est un peu plus compliqué qu'avant. 4. La vente de formation. Bon, on va aller vite aussi là-dessus. C'est un océan rouge complet, océan rouge sur le marché, océan rouge du savoir, océan rouge de tout. Il y a une saturation absolue de tout là-dedans, des informations disponibles, des formations disponibles, des niches disponibles, il y a tout qui est mort. Explosion de l'offre. Finalement, il y a des milliers de formateurs, il y a du contenu gratuit. Partout, il y a ChatGPT qui a complètement flingué ce marché-là. C'est une guerre des prix absolument énorme avec Udemy qui propose des formations à 10 balles. Et finalement, il y a une crédibilité qui a été complètement détruite par des mecs qui arrivent et qui te donnent un PDF pourri et qui te disent que tu vas gagner 10 000 € en 15 jours. Donc c'est un marché, mais complètement essoré finalement. Et en fait, il y a une évolution qui a complètement éliminé les amateurs. En 2020-2022, t'arrivais, tu faisais un webinaire avec un petit peu de Facebook Ads, mais tu éclatais le game. Alors ça, je peux te le garantir. Aujourd'hui, en 2025, les gens, ils veulent du micro-learning, ils veulent de l'adaptatif, ils veulent de la gamification pour aller jusqu'au bout du truc. Il faut que tu sois omniprésent sur tous les canaux. Ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que derrière, il faut que tu aies un personal branding qui soit puissant. Et donc, il y a une compétition qui est absolument folle. Il y a des mecs qui sont déjà en place, qui ont des studios, qui ont des équipes, qui sont partout, qui produisent à mort. Toi, t'arrives, t'es un amateur. Laisse tomber. C'est comme ce truc là, ce mythe en ce moment du DSA, je crois que ça s'appelle. Le marketing où tu vends des e-books, on en reviendra juste après. Il y a un moment où je vous parle des e-books, c'est une catastrophe. Donc en fait, encore une fois, il y a la commoditisation. Ouais, je vais jamais y arriver avec ce mot. Donc il y a des formations qui sont tous les mêmes, marketing digital, crypto, dropshipping, partout, des promesses qui sont complètement saturées, des audiences qui sont hyper éduquées, qui comparent absolument tout, qui sont ultra méfiant. Enfin, c'est presque encore pire que de faire confiance à un banquier finalement. Et il y a un ROI que tu dois absolument prouver, donc tu dois avoir une social proof en béton, une preuve sociale en béton. Et donc il y a une réalité qui est complètement trompeuse. On vous dit depuis des années que c'est la ruée vers l'or, c'est faux. Après création de contenu, 80-90%, ça n'existe plus. Maintenant, il faut de la production beaucoup plus onéreuse, des stratégies beaucoup plus onéreuses, mettre beaucoup plus en publicité, être beaucoup plus présent. Pour être plus présent, il faut des outils pour gérer tout
tout ça. Il faut gamifier le truc. Il faut des IA pour finalement faire de l'adaptatif, du personnalisé. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a des barrières à l'entrée qui sont devenues gigantesques. Impossible de vendre sans crédibilité. Impossible de vendre si t'es pas pro dans ta manière de communiquer. Impossible de vendre si t'as pas des techs qui sont avancés pour permettre vraiment une formation vraiment qualitative. T'es mort. Et donc il y a une concurrence qui est complètement déloyale. Il y a des gars qui sont installés là-dedans depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de scams dans tous les sens. Il y a l'IA qui remplace tout ça. En fait, ChatGPT enseigne mieux que 90% des formateurs. Donc pourquoi payer quand c'est gratuit ? Pourquoi payer quand c'est gratuit ? Et ben ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et donc, les défis qui sont insurmontables, c'est qui va acheter un inconnu ? Qui a les épaules pour faire la création, le marketing, le support, le product, le bon product, et avoir de la social proof, récupérer tout ça, etc. Des mises à jour constantes, parce que le savoir devient archi obsolète super rapidement. Le marché, il évolue tellement vite. Et il y a des responsabilités légales, parce que les résultats qui sont non garantis, à l'époque, tu te faisais pas baiser, et maintenant, les gens, ils sont vénères. Si je te fais confiance, et en plus, tu me baises encore, je vais pas te lâcher. Et je peux te dire qu'il y en a plein des histoires comme ça. Aux US, ça a déjà beaucoup commencé. En France, ça va arriver de plus en plus. Et c'est déjà arrivé. Donc pourquoi pas ? Il y a encore une fois des marges qui sont quand même plutôt élevées. Là, on peut aller chercher facile du 60-70%. Il y a une scalabilité aussi qu'on ne peut pas nier, quoi. C'est des produits digitaux. Tu le crées une fois, tu l'optimises à la limite, mais ça prend pas beaucoup de temps de l'optimiser. Tu peux aller tout de moon, on est d'accord. Mais bon, derrière, il faut quand même bien enseigner, être pédagogue, avoir un bon product. C'est ce que Tougan disait à l'époque, c'est marketing agressif plus bon product égale $. Le problème, c'est que tout le monde a fait un marketing agressif avec un produit pourri, ça a défoncé le marché. Donc il y a des leçons à en tirer de tout ça. Il y a un problème de formation. En fait, c'est impossible de monopoliser le savoir qui est gratuit partout. Comment tu peux arriver et dire non, il n'y a que chez moi alors qu'il est partout ? Donc tu ne peux pas monopoliser le savoir en fait. Il y a une différenciation qui est complètement obligatoire. C'est soit tu as une expertise très verticalisée, très rare, avec de la technologie pour vraiment transmettre tout ça de la meilleure des manières, soit tu es mort. Donc il y a un investissement qui est beaucoup plus gros qu'avant et un timing qui est critique. Les leaders ont déjà tout pris. Donc la bataille, elle est perdue d'avance. C'est soit tu es reconnu, tu as un capital et tu as un bon personal brand, soit tu es mort. Donc finalement, c'est comme tous les business, il faut des mêmes compétences techniques, mais dans un marché où tout est gratuit et saturé. 5. La vente de coaching. Là, l'idée, c'est que c'est un défi d'hyper spécialisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une concurrence qui est assez féroce sur des services génériques. Et c'est ça un petit peu l'idée. Le marché, il est commoditisé. C'est que life coaching, on a compris. Business coaching, on a compris. Crypto coaching, on a compris. Donc là, il y a une différenciation qui est obligatoire. Et dans ce cadre-là, pourquoi pas ? On va y venir. Il faut faire attention, les promesses, elles sont complètement usées. Transforme ta vie, blablabla, achète la voiture qui fait vroom vroom, t'es mort. En fait, il y a une évolution qui a éliminé les généralistes. Pas forcément les débutants, plutôt les généralistes. En 2020, 2022 et même un petit peu, c'est un peu l'essor du coaching. 2021, 2022, webinaire gratos, Facebook Ads, promesses émotionnelles. Là, tu pouvais vendre du coaching. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plus les contenus immersifs, donc les challenges de 5 jours et compagnie. Croyez-moi, ça demande beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources stratégiques, beaucoup de ressources financières, beaucoup de ressources techniques pour mettre tout ça en place. C'est pas accessible à tout le monde, mais à la limite, pourquoi pas pour celui qui veut se former à ça et aller dans le marché du coaching. Mais 2025, tu vois, c'est des contenus beaucoup plus immersifs, de l'IA, des micro-niches obligatoires, créer de la relation, avoir une audience, etc. Donc, c'est possible, mais il faut être hyper spécialisé. En plus, derrière ça, il y a un peu le piège de la limitation temporelle. Mine de rien, c'est du coaching. Donc, c'est un modèle de temps contre argent. Ou alors, il faut une équipe. Donc, c'est impossible de scaler sans équipe. Et tout ça, ça vient ronger tes marges. Qu'on le veuille ou non, beaucoup ont dit le coaching, c'est 90% de marge. Oui, les coachings de merde qui ne scalent pas. Ou alors, les coachings de merde qui scalent, mais du coup, derrière, tu délivres de la merde, quoi. Et en fait, non. Aujourd'hui, tu peux plus aller chercher ces marges-là parce que scaler sans équipe, tu vas forcément défoncer ton délivrable, donc la qualité de ce que tu proposes, et c'est mort. Donc la qualité vs la quantité, il faut faire attention. Plus de clients, ça veut dire que ton service va être dilué. Ça veut dire que ton service va être moins qualitatif. Et donc derrière, tout ça, il faut automatiser, avoir des équipes, avoir une IA pour le suivi, être armé techniquement et armé humainement, avoir des ressources humaines. Mais finalement, le potentiel high ticket, il existe, on se doit de le dire. Il y a un modèle quand même qui est viable si on est hyper spécialisé, avec un prix premium. Parce que si tu as une petite audience et que tu as 100 clients à 5K, tu peux vite aller chercher des beaux chiffres quand même. Et donc, tu peux vite monétiser ta passion, donc un truc très précis, très verticalisé, un savoir qui est rare et qui est recherché. Ça peut te permettre de créer un monopole. Ça va juste te demander un investissement personnel qui va être massif au début, beaucoup de travail au début. Mais derrière, 2 à 10K, ça se vend facilement pour du coaching qui est bien foutu. Tu peux aller quand même vendre du volume
tout seul et derrière beaucoup plus si tu as une équipe. Il faut vraiment créer de la relation long terme. Donc c'est pas un business où tu vas gagner vite beaucoup d'argent. Et scalabilité avec l'équipe, c'est possible, mais c'est encore une fois des autres compétences à gérer. Donc l'idée ici, c'est laisse tomber le business coach gagne 10 000 euros par mois avec le business en ligne, t'es mort. Par contre, scale ton business de SaaS en B2B grâce à mon accompagnement, pourquoi pas? Là, on est sur B2B, SaaS, scaling, pourquoi pas? On a un truc beaucoup plus spécialisé. Et encore, on pourrait même aller beaucoup plus spécialisé. Scale ton SaaS dans la fintech B2B, on a encore un truc beaucoup plus spécialisé. Il y en a beaucoup moins en termes de volume, mais eux, tu leur parles qu'à eux, tu es le seul sur ton marché et pourquoi pas. Derrière, par contre, il va falloir quand même une réputation ou alors des vraies compétences en storytelling, en marketing pour aller construire finalement ta réputation et être carré dans ce que tu proposes. Avoir un gros personal branding, créer une personal brand, tout le monde dit que c'est facile, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir des codes de propagande, des codes de mission, des codes de why, des codes de personal branding, de viralité, etc. De créer de la relation, gérer de la communauté, tout ça. Bon, enfin bref. Et donc, ça demande quand même un investissement en temps qui est colossal. Donc les leçons à en tirer derrière tout ça, c'est qu'il faut monopoliser une micro-niche très spécifique. Coach Burnham pour CTO de Scale-Up FinTech, là on est sur magnifique, une différenciation qui va être donc radicale, des prix premium mais qui sont justifiés. Par contre, il y a une barrière à l'entrée parce que soit tu as des années d'expertise, soit tu as une passion vraiment rare que tu peux aller monétiser, mais voilà, il faut être vraiment très verticalisé, très spécialisé. Et le coaching, ok, possible, mais avec des conditions strictes comme je viens de vous les énoncer. 6. La monétisation TikTok. Alors là, c'est complètement la loterie algorithmique. Bon, pas de spoiler alerte, business pourri, mais on va l'explorer un petit peu. Il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs. La concurrence, c'est même plus une concurrence féroce, c'est une concurrence, tu vois même plus à travers les gens, quoi. C'est noir de monde. Et en fait, il y a des millions de créateurs. Et chacun se bat, encore une fois, pour les mêmes niches, pour les mêmes contenus, pour les mêmes trends, pour les mêmes viralités, pour tout pareil. Tu te balades 5 minutes sur TikTok, c'est toujours la même merde. Et en fait, il y a un algorithme derrière qui est complètement imprévisible. Le succès dépend d'un système qui est complètement opaque. Et il y a des tendances qui durent seulement 48 heures. Donc ton business, il a une durée de vie de 48 heures. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il y a une évolution qui écrase complètement les créateurs. Avant, t'arrivais avec une traîne toute simple, une petite danse, t'étais viral. Aujourd'hui, non. Il faut optimiser avec de l'IA, avoir des bons scripts, des bons scénarios, des bonnes mises en scène, des formats qui sont un peu plus longs, comprendre le comportement des gens, comprendre la viralité, comprendre les codes de la plateforme. On n'est plus du tout sur le même délire. J'ai regardé un interview il y a pas longtemps du mec là, Diego, là, celui qui fait « Vas-y !» Ce mec-là, je pense que vous le connaissez. Il a fait une interview avec un gars qui a une agence de com. Il le disait, c'est devenu un taf à temps plein. On est équipé, on a du matos, on réfléchit, on écrit, on a des scripts, on a des trucs. Enfin, c'est devenu un taf, quoi. Le mec s'est professionnalisé à la mort. Parce que sinon, c'est plus possible. Et eux sont arrivés à des époques où c'était un peu plus facile de péter. Ça veut pas dire, encore une fois, que c'est plus possible de péter. Mais c'est pas viable, en fait. D'un point de vue business, c'est pas viable. À moins que tu veuilles devenir un influenceur, mais bon. Crois-moi bien que je gagne beaucoup plus que la plupart des influenceurs que tu vois et j'ai 10 fois moins d'abonnés qu'eux. Je suis pas le seul, beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est le cas. Donc là, on est vraiment dans un prisme business, prisme économique. Bref, je m'égare. Donc en fait, finalement, il y a une dépendance algorithmique. Il y a zéro contrôle, il y a des shadow bans qui tombent, on sait pas pourquoi. Il y a des changements constants et tu ne possèdes pas ton audience. Tu peux pas faire ce que tu veux derrière. Les mecs, si tu veux les recontacter, t'es mort. Et donc en fait, tout ça prouve une réalité financière qui est complètement brutale. Le fonds créateur, quand ça s'est lancé, c'était une poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, tu fais 1 million de vues, tu gagnes pas tant que ça. Tu as des revenus qui sont complètement aléatoires, tu as des partenariats qui sont de plus en plus, de moins en moins rémunérateurs, qui vont que vers des profils très spécifiques, avec des audiences très spécifiques et très engagées, avec des audiences qui sont possédées, avec de la relation, un groupe, un canal sur Instagram, celui qui est juste TikToker, qui n'a pas une chaîne YouTube à côté où il renvoie vers quelque chose, qui fait pas des concours, qui a pas un peu de merch ou des trucs comme ça, t'es mort. Tu peux pas faire du business avec eux. Donc en fait, même d'un point de vue partenariat, sponsoring, c'est un peu pourrave, quoi. Donc il y a des défis où il faut une authenticité obligatoire. Tu peux pas arriver et faire du fake it until you make it et te dire, moi, je vais réfléchir à une trend, je vais réfléchir à un truc, je vais me monter une vie pour aller percer à la, je sais pas qui, Amine Morito. Bon, Amine Morito, il est arrivé 2 minutes. Au début, ça marchait. Quand il revient ici, tout le monde lui dit, mais vas-y, casse-toi, quoi. Va finir en tôle, mec. T'es complètement timbré, en fait. C'était marrant au début quand ça existait pas. Mais là, on a compris que tu faisais ça, tout ça pour le buzz, quoi. Donc, vous voyez, en fait, les schémas se répètent. On a bien compris que le monde avait changé. Il y a une compétition qui est complètement déloyale. Des influenceurs qui sont
établis, des marques avec des équipes, des algorithmes qui favorisent toujours les mêmes et des trends qui sont complètement monopolisés. Donc il y a des risques majeurs. Avoir une plateforme unique pour gérer tout ton business, c'est pas possible. Tu as des censures qui sont imprévisibles, tu as des changements de politique dans la plateforme, pardon. TikTok qui finit avec des créateurs à la commission de justice, je sais plus quoi là. Et bon, il y a cette histoire aussi de santé mentale, mais ça à la limite, on s'en fout. Le burn-out, c'est pour les pauvres. C'est pour les riches, pardon. La réalité derrière tout ça, c'est que comment veux-tu avoir le pouvoir de créer quelque chose d'unique et d'identifiable et obtenir ton monopole quand tu n'as aucune clé pour maîtriser et contrôler tout ça? Il y a un problème, c'est que TikTok, tu as zéro contrôle. L'algorithme, il décide de ce qu'il veut que vous voyez en fait. Il y a une innovation qui est complètement punitive. Si tu deviens trop différent, on te dégage. Il y a un investissement qui est risqué parce que temps énorme, sans garantie de retour. Finalement, c'est un casino complètement algorithmique. Le trading, bon, c'est pas un business, c'est un casino, on va aller très vite là-dessus. Soyons clairs dès le départ, c'est pas un business. 90% perdent la première année, les 10%, souvent, ils sont break-even, donc ils sont à zéro, ou c'est des gains qui sont dérisoires. Il y a des gens qui ont des informations privilégiées. Les gros institutionnels, croyez-moi bien qu'ils n'ont pas les mêmes informations que nous. Donc toi, t'es devant ton smartphone, tu te prends pour un trader. Allez, casse-toi, t'es mort d'avance. T'as une illusion de contrôle qui est complètement flinguée. En fait, c'est très psychologique ce business. C'est que tu te dis les patterns historiques, non, ça prédit rien du futur. Dès que tu fais quelques gains, tu te prends pour un expert. Ça, c'est tous les traders, mais ça me fume la gueule. Je le sais, je suis passé par là, j'ai commencé par ça en 2016. T'as une réalité mathématique qui est complètement cruelle. C'est que si tu fais 10% par an, c'est le meilleur des mondes, c'est tout ce que tu fais, c'est statistiquement prouvé, tu ne pourras pas faire plus que 10%. Donc soit tu as 1 million à mettre et ça devient intéressant, soit tu vas faire quoi avec tes 1000 euros? Est-ce que tu as 10 000 euros à poser sur la table? Tu vas gagner 1000 balles à la fin de l'année. C'est pas un business. Donc tu as un temps investi, allez, imaginons 8 heures par jour pour 1000 euros par an. Mon pote, tu as un salaire horaire qui est négatif. Bravo, tu gagnes moins qu'un smicard. Les pièges psychologiques fatals, c'est un FOMO constant. Donc, t'as la peur de louper des opportunités, louper des informations, louper des mouvements. T'as ce qu'on appelle le revenge trading, c'est que tu veux rattraper tes pertes. Donc finalement, t'as que des pertes qui sont exponentielles parce que t'es en train de manager, t'es en train de prendre des décisions émotionnelles. T'as une addiction qui est indéniable. Dopamine, mon pote de gain, là-dessus, c'est une spirale qui est complètement destructrice. T'as des biais de confirmation qui sont fous. C'est que tu vas voir que ce qui confirme tes positions. C'est un truc qui est ultra psychologique, le trading. Et bon, la plupart des gens, déjà, ils ont du mal à rester 10 minutes sur une vidéo. Alors, n'allons pas parler de psychologie avec eux, de gestion des émotions et compagnie, capacité de concentration. Pour la plupart des gens de notre génération, de votre génération, parce que moi j'ai quasiment 30 ans, en fait, oubliez le trading. Ou alors, il va falloir faire beaucoup d'efforts de psychologie, de management, de gestion des émotions et compagnie. Il y a une réalité finalement à Wall Street. Dans le film Les Joueurs, un film qui est sorti en 1998, si vous jouez au poker et qu'au bout de 30 minutes, vous ne savez pas qui est le pigeon, c'est vous le pigeon. Et en fait, dans le trading, c'est ça. C'est pour les grandes institutions, les marchés économiques. C'est eux qui gagnent. C'est eux qui prennent les frais. C'est eux qui prennent des trucs sur chaque trade. Vous êtes, je vais pas dire impérativement le perdant. On n'est pas non plus dans un casino. Mais voilà, le trading, c'est pas du business. C'est du gambling, du pari sophistiqué. 8. L'achat-revente Vinted. C'est un travail complètement déguisé en business et on va voir pourquoi. Pareil, saturation totale du marché. Il y a 100 millions d'utilisateurs sur Vinted. Il y a une concurrence qui est absolument folle. Des vendeurs qui sont tous devenus soit professionnels, soit semi-professionnels. Finalement, il n'y a pas tant d'amateurs que ça, sauf celui qui utilise Vinted comme une brocante finalement. Donc la plupart des gens, ils ont 2-3 trucs à vendre par an, mais c'est la même chose sur une brocante. Ça, on les considère pas vraiment comme du business, donc on les exclut. Tout le reste qui font vraiment du cash avec ça, c'est soit des semi-professionnels, soit des professionnels. Et en fait, les algorithmes, ils favorisent les gros dans ce monde-là. Et donc, il y a une course vers le bas. Comment tu peux te différencier en bradant tes prix? Les marges, elles sont donc ridicules, 10 à 30% de marge nette, après frais Vinted, après expédition, après temps passé, après impôts, parce que n'oubliez pas qu'il y a des impôts à payer là-dessus, parce que tous les achats, tous ceux qui font achat-revente Vinted, faut pas confondre, je me suis jamais fait choper et c'est légal, ou je sais plus c'est quoi la phrase, mais vous avez compris l'idée. C'est pas parce qu'ils ne sont pas fait choper qu'ils vont pas se faire choper. Donc finalement, les marges, elles sont un peu ridicules. Surtout pour le temps que tu investis, prendre les photos, chiner les bons sourceurs, faire les descriptions, parler avec les gens qui veulent acheter, négocier, expédier, te déplacer, faire les retours quand ça va pas. Ça prend un temps monstrueux. Souvent, tu es en dessous du SMIC. Derrière, il faut une professionnalisation qui devient indéniable, des photos professionnelles, des descriptions détaillées, un bon service client et être conforme fiscalement. Donc, il y a une réalité financière qui est brute. C'est soit tu as un capital de départ pour acheter du stock, pour être rapide, pour avoir des prix qui sont avantageux, pour aller te battre finalement contre tous les autres prix, faire des belles photos,
potentiellement même avoir une sorte de mini studio ou un truc, pouvoir stocker tes fringues, pour finalement, parce que on parle de stockage de fringues, parce que c'est pas du dropshipping ce qu'on fait, c'est t'achètes des produits en lot pour avoir des prix intéressants et faire de la revente derrière. Bon, c'est le principe de l'achat-revente. Tout ça, ça demande du cash flow, du capital. Il y a des risques d'invendu, il y a des saisonnalités aussi, tu peux pas vendre une polaire en plein mois d'août. Donc tout ça, personne n'en parle finalement. Et donc il y a une concurrence qui est derrière impossible à battre. Il y a des particuliers qui vident leur placard avec 50 centimes le t-shirt Guess. Il y a des professionnels qui ont des stocks énormes, il y a des marketplaces qui sont complètement saturés et il y a un algorithme sur Vinted qui eux favorise toujours les mêmes, et donc c'est une visibilité qui est un petit peu imprévisible. Ou alors, il faut connaître les mots-clés, les ceci et les cela, donc tu deviens un professionnel, quoi. Grosso modo, pour un débutant, c'est mort. Les défis qui sont opérationnels, c'est le sourcing, qui est très chronophage, la gestion des stocks, l'expédition quotidienne, l'emballage, les étiquettes, le scotch, les bureaux de poste, les ceci, les cela, et un SAV permanent. Il y a des risques aussi qui sont sous-estimés, c'est les contrefaçons, les litiges avec les clients, l'évolution de la plateforme et finalement c'est un burn-out garanti. Donc la réalité c'est que impossible de différencier. C'est une commoditisation qui est complètement totale. Il y a des barrières qui sont n'importe qui peut copier ta stratégie finalement. Si on voit que le mec il vend bien, il a plein d'avis, il a un super compte, je vais te copier, puis je vais faire moins cher. Puis du coup comment tu vas répondre ? Tu vas faire moins cher. Et comment je vais répondre ? Je vais faire moins cher. Et puis finalement on va rien vendre du tout, quoi. Donc il y a un scaling qui est derrière complètement impossible. C'est un job déguisé en business. 9. La création de SaaS. Là c'est pareil. Ok, pourquoi pas, mais ça demande une expertise technique qui est absolument démentielle. Alors on va me dire oui, mais il y a l'IA, il y a le no-code, il y a ceci, il y a cela. Merci, je suis dedans. La concurrence, elle est titanesque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés, ils sont ultra saturés là-dedans. Mais il y a encore des trucs à faire. Vous allez voir, je vais vous expliquer, on va y venir. Là-dessus, je suis plutôt favorable à ce business. Vous allez voir. Il y a une concurrence qui est titanesque pour les gros CRM, les gros outils de gestion de projet. SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Software as a Service. Grosso modo, c'est un logiciel qui te permet de réaliser un service, de résoudre un problème. Zoom est un SaaS, Gmail est un SaaS, WhatsApp est un SaaS. Il y a des géants qui sont établis. Arriver avec un logiciel de compta, t'es mort. Un logiciel CRM, t'es mort. Un logiciel de gestion de projet, t'es mort. Bon, vous avez compris l'idée. Il y a des mecs comme Salesforce, HubSpot, Notion qui ont des budgets illimités. Il y a une course contre la technologie. Tout le monde veut mettre de l'IA partout, de la personnalisation partout, etc. Donc, si toi tu veux te lancer, il va falloir que tu suives tout ça et ça coûte de l'argent. Et finalement, il y a une barrière à l'entrée qui est quand même relativement énorme. Mais c'est pas insurmontable, je vais te montrer. Il y a des défis techniques par contre qui le sont. Développement complexe, t'es mort. Si tu veux développer des trucs, ça va te demander des grosses compétences techniques, ça va te demander des infrastructures qui vont être coûteuses, ça va te demander des conformités légales qui sont strictes et qui demandent de l'argent, de la compliance, etc., de payer des avocats, de connaître les lois. Ça va te demander d'avoir une équipe technique pareil qui est importante. Et donc derrière, il y a une réalité financière qui est quand même assez brutale. C'est que tu peux faire des marges qui sont quand même assez folles, on va pas se mentir, mais ça, c'est une fois que tu as amorti tout ce que tu as avancé quand tu as lancé le projet. Parce que ça te demande un capital d'investissement initial plutôt conséquent. Mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel avec des conditions. Tu peux arriver avec une hyper verticalisation, c'est-à-dire que tu vas proposer une seule putain de fonctionnalité. Et tu vas la faire mieux que tout le monde. Regardez, un Zoom qui arrive alors qu'il y a déjà un géant comme Google Meet ou comme Meets de Microsoft. Donc Google Meet de Google ou Meet, comment ça s'appelle ? Ouais, c'est Meet que ça s'appelle, de Microsoft. Zoom, il arrive, il va être extrêmement bon que dans le visio, pendant que Microsoft, ils font une boîte mail, ils font un visio, ils font un drive, ils font un ceci. Pareil pour Google. Eux, ils n'ont fait que de la visioconférence, ils sont arrivés à pénétrer le marché. Et ça, c'était à l'époque encore. Donc une hyper verticalisation possible, des niches finalement qui sont mal desservis, il va falloir aller les capter et savoir comment toi tu vas pouvoir mieux servir les gens dans ce monde-là. Il y a des exemples qui peuvent être viables, c'est que tu vas arriver toi en proposant un SaaS de facturation, mais uniquement pour les ostéopathes. Donc un truc qui est adapté aux ostéopathes. C'est un exemple, je dis une bêtise, mais un truc qui est uniquement adapté pour les ostéopathes et qui résout un problème qui est mal résolu par tous les autres logiciels d'ostéopathie. VS, un CRM qui va être généraliste. Donc tu peux aller chercher le monopole avec une micro-niche. Donc les conditions, c'est écouter intensivement le marché pour comprendre une douleur bien précise, avoir une vitesse d'exécution qui est folle pour pouvoir itérer plus vite que tous les concurrents ou que tous les géants qui sont rigides et avoir finalement de la patience et de la détermination. Parce que là, tu n'auras pas, avant au moins 1 an, grand minimum, de la rentabilité. Donc c'est un très très bon business, mais c'est un business qui est compliqué et qui se joue sur le long terme. Donc
le rêve du je vais lancer un SaaS, je vais devenir millionnaire, oublie complet, hein, oublie complet. Mais c'est encore un super business. Il y a des pièges qui sont à éviter. Oubliez les marketplaces. Hein, tout le monde, je sais pas pourquoi tout le monde veut créer des marketplaces. C'est juste le business le plus dur à lancer, et d'un point de vue tech et d'un point de vue marketing. Parce que d'un point de vue tech, il faut satisfaire deux personnes. Ceux que tu mets en relation, quoi, ça dépend de la marketplace, mais le but d'une marketplace, c'est de mettre deux personnes en relation. Donc, il faut satisfaire les deux personnes. Et il faut les satisfaire d'un point de vue technologie, d'un point de vue produit, et aller les chercher d'un point de vue marketing. Donc, si tu es généraliste, finalement, tu es en train de te suicider tout seul. Et donc, il y a ce qu'on appelle le feature creep, c'est qu'il faut que tu te concentres sur une seule putain de fonction, parce que plus tu vas ajouter des fonctions, plus tu vas diluer ta proposition de valeur unique. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut pouvoir passer le test de AI antifragile, qui est complètement obligatoire. Le SaaS que je veux lancer, est-ce qu'il va pas être remplacé par une IA dans les 10 prochaines années? Ou aller au moins dans les 5 prochaines années, le temps d'aller capter de la rentabilité quand même. Est-ce que finalement ChatGPT va pas niquer mon SaaS? Et donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si oui, c'est un business qui est mort, l'IA généraliste, elle va te tuer. Sinon, là, c'est viable. Ta niche, elle est protégée par le fait que l'IA, elle est pas prête de réussir à faire ce que tu veux faire. Il y a des compétences techniques qui sont complètement requises, bien entendu, développement full stack, marketing, UX, UI et architecture cloud, etc. Mais à la limite, ici, je sais pas si je l'ai écrit, mais j'y pense au moment où je le dis, c'est que pourquoi pas, je l'ai écrit ici, je vous le mettrai après. Il y a des leçons à retenir, c'est que vous pouvez donc monopoliser un marché avec une micro-fonctionnalité qui va être parfaite. Une feature à 10 sur 10 vous rapportera 10 fois plus d'argent qu'un logiciel qui va tout faire à 5 sur 10. Exemple, calendrier de réservation pour tatoueur vs CRM général. Il faut être protégé de l'IA et il faut se lancer. Il y a une histoire de vitesse en fait, il y a une histoire de vélocité. Il y a des géants qui sont derrière vous, qui ont des milliards à injecter, ils peuvent vous baiser en 2 secondes. Par contre, ces géants, ils sont rigides et ils ont des prises de décision beaucoup plus lentes que vous. Vous êtes tout seul, foncez, tout droit. Et comme la plupart des gens, ils se branlent sur TikTok, voilà, c'est pour ça que je le rappelle. Donc, conclusion, c'est possible pour des experts techniques avec une vision laser. Et en fait, c'est pas possible que pour les experts techniques. Parce que pour un couple marketing puissant plus développeur expérimenté, vous pouvez faire un carnage. Donc, si toi, t'es bon d'un point de vue marketing, t'as une bonne vision et que tu sais faire le taf, va chercher un bon dev et vous allez tout casser. 10, l'affiliation. Ça, c'est la course sans fin vers l'acquisition de trafic. Il y a une saturation, encore une fois, qui est absolue du marché. 17 milliards, il vaut ce marché. Et il y a des millions, finalement, d'affiliés qui se disputent les mêmes produits. Parce que tout le monde veut vendre les mêmes produits qui sont les plus puissants. Donc, il y a des canaux des canaux traditionnels qui sont morts. SEO saturé, tous ces trucs-là. Publicité, aujourd'hui, c'est hors de prix. Même si, encore une fois, c'est faisable. Mais sur de l'affiliation, pas assez bénéfique. Tu vas pas aller chercher de la rentabilité assez facilement. En tout cas, pas au début, pas quand tu es un débutant. Il y a une concurrence qui est déloyale. Et donc, il y a une guerre des commissions. Donc, l'évolution, elle a éliminé les amateurs. Format court obligatoire. Si tu veux faire de l'affiliation, t'es obligé d'ajouter de l'organique, du TikTok, du YouTube Short, du réel, du ceci, du cela, et avoir une production qui est 1, volumineuse et 2, qualitative. Parce que si tu comptes que sur de l'acquisition de trafic payante, soit t'es très bon, tu connais parfaitement ce business et donc finalement c'est plus un truc pour les débutants. Si tu te lances, c'est pour ça que l'étau se resserre. On parle à des débutants ici. Soit tu maîtrises quand même l'organique, tu maîtrises la création de contenu, tu maîtrises la psychologie, le copywriting et tu peux aller chercher aussi, combler finalement, aller chercher de la rentabilité en ajoutant de l'organique. Publicité, conformité, vous avez compris l'idée. Le piège de la dépendance du trafic, c'est que si t'as pas de trafic ici, t'as pas de revenus. Parce que c'est cool, t'as pas de produit à faire. Le marketing, il est déjà plus ou moins rodé parce que le produit, il est déjà créé. Sauf que là, ce qu'il te faut, c'est des gens à qui montrer ce produit-là. Donc, c'est un game d'acquisition de trafic. Et l'acquisition de trafic, c'est le game de tout le monde. Donc, tout le monde paye des millions pour acquérir du trafic. Tout le monde produit des milliards de contenus pour capter l'attention de ce trafic. Donc, si t'as pas de trafic, t'as pas de revenus. Et le trafic, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est pas un business qui est fait pour tout le monde. Il y a des coûts d'acquisition qui sont en train d'exploser, des algorithmes qui sont imprévisibles, et donc, tu as une audience qui est parfois non possédée. La réalité derrière, c'est que finalement, après tous les coûts que tu engendres, tu vas chercher, 5, 10, 20, 30% de commission. 30%, je suis gentil. Tu as un investissement qui est continu en publicité, en outils, en création de contenu. Tu as un ROI qui est complètement imprévisible et donc tu as des revenus qui sont volatiles. Tu as une création de contenu qui est constante,
tu as de la veille concurrentielle à faire permanente pour savoir comment tu peux attaquer des angles marketing plus intéressants finalement que ceux qui font la même affiliation que toi. Et tu as une optimisation qui est complètement infinie. Tu as des défis qui sont insurmontables, crédibilité, budget, expertise, niche ultra spécifique. Tout le monde a déjà poncé les niches de l'affiliation. L'affiliation, on en parle tous les jours depuis au moins 2020, mais même 2018-2017. Donc je peux vous dire que toutes les niches ont été complètement poncées. Hein. C'est comme le dropshipping. Et donc finalement, on va aller jusqu'au bout. C'est que c'est une roue d'hamster sans fin qui tourne en permanence où tu dois faire encore et encore de l'acquisition plus forte, plus lourde, plus volumineuse, plus agressive pour aller encore chercher du trafic encore et encore et encore pour poncer finalement ton audience. Et donc, c'est pas un business qui est viable. 11, YouTube faceless. Ça, c'est complètement l'illusion du business automatique. Non, mais moi, je vais créer un workflow automatique qui va lancer une chaîne YouTube automatique sans montrer mon visage automatique. Wow. Bref, saturation exponentielle et des chaînes faceless dans tous les sens. C'est encore possible, mais ça va demander vraiment une courbe d'apprentissage beaucoup plus conséquente. On peut aller chercher des petits revenus, pourquoi pas. Mais franchement, d'un point de vue business, c'est pas ultra viable. Surtout que là, il y a l'IA qui arrive, ça a démocratisé complètement tout le truc. Il y a de plus en plus de monde qui vont se lancer avec l'IA. Il y a un algorithme qui est impitoyable et les niches sont complètement saturées. Il y a des trucs qui ont tué encore une fois les amateurs, la production pro qui est aujourd'hui obligatoire, des contenus longs qui sont favorisés. On peut plus arriver à faire des contenus courts qui demandaient moins de techniques de storytelling, moins de techniques d'attention, moins de leviers psychologiques à activer pour que les gens restent longtemps sur la vidéo, moins d'arc narratif à utiliser, bref, moins finalement de compétences. Aujourd'hui, il te faut toutes ces compétences pour garder les gens sur ta vidéo, avoir des bonnes miniatures, des bons titres, connaître la psychologie, le storytelling, l'art de raconter des histoires, de garder l'attention des gens, etc., etc. En plus, tu es dépendant des algorithmes, tu as zéro contrôle sur la distribution, tu as une démonétisation qui est complètement aléatoire, parfois tu as des revenus qui sont coupés, on ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas quel mot on a dit à l'intérieur. Tu as YouTube qui change leur algorithme absolument tous les jours et tu as une concurrence en interne qui est fou parce que YouTube pousse ses propres créateurs. Croyez bien que MrBeast aujourd'hui, il a des petits bisbis avec YouTube hein, parce qu'un créateur qui ramène autant d'argent à YouTube, on le chouchoute, on lui fait du bien. Même les mecs en France, hein, les créateurs en France, hein, vous inquiétez pas qu'ils ont leur petite place dans le siège à YouTube France, hein, vous inquiétez pas. La réalité financière derrière tout ça, c'est que finalement tu gagnes pas grand chose pour 1000 vues. Le seuil de monétisation, il faut aller le chercher, hein, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage requis. Tu as des revenus qui sont complètement imprévisibles et tu as des coûts de production aujourd'hui qui sont beaucoup plus importants qu'avant où tu pouvais prendre ton téléphone, te filmer et percer à la limite comme ça. Donc il faut créer du contenu en permanence, faire de la veille en permanence, faire de l'optimisation en permanence et le burn-out créatif, ça on le connaît, même pour ceux qui gagnent de l'argent. Hein, d'ailleurs, les youtubeurs qui chouinent, c'est un autre sujet. Donc, il y a des défis techniques qui sont complètement sous-estimés. Maîtriser les outils IA, maîtriser les outils de montage, maîtriser le scripting, maîtriser le fait de faire du fact-checking pour aller chercher des bonnes idées, des ressources, des trucs, maîtriser le montage, maîtriser finalement toutes les conformités du droit d'auteur, etc. Transparence des partenariats si vous en faites, etc. Et faire attention aux risques qui sont le striking, les audiences non possédées, la concurrence par l'IA et la saturation progressive. Et donc, il y a une réalité derrière tout ça. Réalité qui est provoquée par l'IA, encore une fois. Vous avez vu, c'est qu'on parle d'IA dans tous les business. Hein. C'est que l'IA peut faire votre job. Si l'IA peut faire votre job, votre job disparaîtra. Donc, chaîne YouTube IA, pourquoi pas? Chaîne YouTube faceless tout court, vous êtes mort, laissez tomber. Donc, ça nécessite de maîtriser les outils techniques IA, parce que pour le coup, là, vous allez utiliser les outils techniques. Donc, c'est un job qui est précaire et complètement déguisé en business passif automatique de conneries, je sais pas quoi. 12, montage vidéo freelance. Il y a une commoditisation, je vais essayer de le dire tout doucement, commoditisation par l'intelligence artificielle, encore une fois. Je vais aller très très vite là-dessus. Grosso modo, c'est soit je l'ai écrit normalement, ici. Soit tu as une offre vraiment à 360. Tu vas proposer du scripting, de trouver des idées, le montage, la publication, la stratégie de contenu. Tu vas vraiment t'occuper de la plateforme sur laquelle tu vas faire le montage pour ton client. Et donc, tu vas vraiment réfléchir aux idées, à l'idéation donc. Au fait de rédiger les scripts pour les idées et après le donner au créateur. Lui, il fait le tournage. Donc, tu lui as préparé son plan, préparé le script. Tu vas aller poster pour lui automatiquement. Tu vas rédiger les descriptions. Ensuite, tu vas faire les analyses et tu vas t'occuper vraiment en fait de la stratégie plus du montage. Là, tu peux arriver et faire quelque chose de bon avec le montage vidéo. En plus de tout ça, derrière, tu utilises des outils d'IA
pour accélérer tout ça, pour accélérer l'idéation, pour accélérer la recherche d'idées, pour accélérer la rédaction de scripts. Et là, tu peux tout casser. Là, ok, je suis d'accord avec ce business. Mais le montage vidéo freelance, comme le fait tout le monde aujourd'hui, ils sont en train de se faire bouffer par l'IA. Donc, on va aller là très vite là-dessus. L'IA, elle va pas remplacer les stratèges, mais elle va remplacer les exécutants. Le montage basique, c'est mort. Par contre, un service 360 où tu apportes de la stratégie et du montage, là pourquoi pas, mais c'est limité en scalabilité. Parce que faire de la recherche d'idées, de la rédaction d'idées, de la rédaction de scripts, publier pour le mec avec qui tu travailles, rédiger les descriptions pour le mec avec qui tu travailles, faire les analyses des stats pour améliorer les stratégies tous les mois. Si tu fais ça pour un seul client, ça va. Mais si tu as 15 clients pour aller gagner de la thune, c'est quand même une limitée en termes de scalabilité. Donc il faut quand même une expertise stratégique et une évolution qui est obligatoire, qui passe de je te propose des services de montage à je te propose un service 360 sur la stratégie, la rédaction et bon bref tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Donc c'est un métier qui est en mutation forcée. Si t'as pas une offre qui est adaptée à l'IA, t'es mort. 13, agence de growth partner. Ça, c'est le truc dont Antoine Blanco nous a parlé il y a pas longtemps. Ça, finalement, c'est un peu l'évolution forcée du SMMA. C'est que le SMMA classique, il est mort. Là où avant, tu pouvais juste faire de la création de publicité et de la gestion de publicité, aujourd'hui, c'est mort. Tu dois évoluer vers le growth partner. Je suis d'accord avec ce business, mais en fait, qui est-ce qui l'a tué? Un mec comme Antoine Blanco, qui a fait plusieurs millions sur son challenge, qui a ramené un nombre incalculable de gens sur cette opportunité et qui vient de défoncer le marché. Pour les débutants, surtout que lui, il fait de la formation et pas du coaching ou de l'accompagnement. Donc tout le monde va faire la même chose avec les mêmes produits, avec les mêmes trucs. Mais ça reste un business quand même vachement intéressant si tu comprends que c'est une évolution du SMMA. C'est que c'est un modèle qui est beaucoup plus sophistiqué. Tu vas arriver sur un marché qui est, oui, concurrentiel, parce que à cause des mecs comme Antoine Blanco, t'as des trucs qui sont standardisés. Les gars, envoyez ce type de message, proposez ce type d'offre, ce type de service et faites tous la même chose. Parce que c'est ça sa formation. Et donc c'est un petit peu fragile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux proposer du revenu cher en fait. Imaginons que tu deviennes growth partner d'une agence, d'un cabinet comptable par exemple, pour l'aider à grossir. Tu peux faire un partage de revenus. Si je t'apporte de revenus, je suis payé à la commission. Pourquoi pas? Et donc ça rend le business plutôt cool. Mais en fait, ça apporte d'autres choses. C'est que c'est pas si simple d'exécution parce que du coup, il faut vraiment maîtriser tout, quoi. Maîtriser son business, comment tu vas pouvoir faire croître les stratégies que tu vas utiliser et t'es pas juste un gestionnaire de publicité. Il va falloir avoir une stack technique qui est avancée sur l'analyse, sur la compréhension des chiffres, sur la compréhension des stratégies marketing, sur l'A/B testing, sur des idées marketing, etc. Donc il faut des compétences qui sont multiples, la vente, la finance, la tech, le produit, le growth, donc la croissance, le marketing. Et il faut te verticaliser. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que du coup, ça devient un modèle très humain. Là, c'est vraiment tu t'occupes du business de la personne. Tu deviens presque un bras droit. C'est un accompagnement intensif. Et donc, ça limite la scalabilité. Donc, tu vas pas pouvoir prendre 10 ou 15 clients, plus que ça, Donc, c'est un peu le nouveau modèle. C'est que c'est une évolution naturelle vers des agences qui vont avoir finalement un produit beaucoup plus complet. Tu vas devenir un bras droit marketing. Tu vas aller chercher des revenus partagés avec la personne dont tu t'occupes de son business et tu vas pouvoir ici défoncer la concurrence, défoncer toutes les agences SMMA. Tu as des marges qui sont potentiellement intéressantes, même si derrière tous les coûts, derrière le paiement des revenus chers, derrière les outils que tu vas devoir utiliser, peut-être les humains que tu vas devoir payer, tu tombes vite en termes de marge. Et ça demande quand même un investissement assez complexe parce que les résultats, tu vas réussir à les créer après quelques mois de travail avec l'entreprise que tu accompagnes. Et ça demande encore une fois une expertise dans plein de domaines, une réputation qui va être établie, des process qui vont être ultra carrés parce que là tu t'occupes de grosso modo les parties les plus importantes d'un business et donc une patience financière parce que pour aller chercher de la com, ça va demander un petit peu de temps. Tu as des défis qui sont structurels, c'est humain, tu as une totale dépendance en rapport avec tes compétences parce que tu es payé uniquement si tu apportes des résultats. Donc, tu as une volatilité des revenus. Et donc, scale, pas qui veut, Tu peux pas juste arriver et dire moi, j'arrive et je vais faire exploser ton business. Enfin, t'es qui? T'as jamais fait de business? Comment tu vas faire exploser son business? Donc, soit tu as des bonnes compétences, tu es vraiment fort, tu comprends vraiment le marché et le business que tu accompagnes. Et donc là, tu vas pouvoir aller chercher finalement de la scalabilité, aller chercher du revenu parce que tu vas réussir à faire scaler un business.
soit t'es pourri et scale pas qui veut, quoi. Donc finalement, tu passes de prestataire à partenaire, mais avec un plafond structurel, tu deviens un vrai bras droit, t'as une vraie expertise et t'es quand même sur un modèle très humain. Donc c'est une évolution qui est sophistiquée, mais quand même limitée. Et bon, il y a encore du cash à aller chercher. 14, les agences IA. Concrètement, pour moi, c'est le business du futur. Petite parenthèse, je suis biaisé, je suis dedans. Mais j'ai essayé d'apporter des faits qui sont rationnels. Grosso modo, c'est un marché qui est en pleine explosion. Et c'est une explosion qui est contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent automatiser si elles veulent survivre. D'ailleurs, on l'a vu avec tout ce que je viens de vous présenter en amont. C'est que si tu mets pas d'IA dans ton business, t'es mort. C'est que je sois dedans, que je vende de l'accompagnement là-dedans ou pas, c'est indéniable. Si tu veux survivre, tu dois mettre de l'IA. Tu as une réduction des coûts qui sont obligatoires. Tu peux remplacer 10 employés par un système IA. Concrètement, tu as des gens qui ne servent à rien. Tu as des assistants comptables qui remplissent des tableaux Excel. Ils servent à rien. Tu as un tas de boulots qui ne servent à rien. T'as des mecs qui font des reporting, ça sert à rien. T'as des mecs qui font des analyses financières, ça sert à rien. Ils prennent pas les décisions, hein. Ils font juste les analyses pour après les donner aux décisionnaires. T'as les mecs qui s'occupent du SAV, ils servent à rien. Il y a aucune stimulation intellectuelle. Bref, t'as un marché qui est complètement naissant, qui est tout nouveau. Hein. L'IA, ça vient d'arriver depuis quelques années, depuis 2023, grosso modo. Ça a été vraiment démocratisé fin 2022, en novembre 2022, à l'arrivée de ChatGPT. En 2023, ça a commencé à prendre de la place. En 2024, c'est vraiment arrivé aux États-Unis. Et en France, c'est encore tout doux. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps où j'expliquais qu'il n'y avait que 13% des PME qui utilisaient l'IA. Donc il y a littéralement plus de 80% des entreprises qui n'utilisent pas l'IA. Ce sont des chiffres. Donc c'est un marché qui est non saturé. Il y a un ROI qui est immédiat pour le client parce qu'il n'a pas encore d'IA. Il passe de j'ai pas d'IA à j'ai de l'IA. ROI incontestable. Et donc, tu as une différenciation qui est naturelle. Tu as des IA juridiques, des IA immobilières, des IA support. Tu peux aller sur plein de trucs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis de tout à l'heure, je vous montre des trucs en vous expliquant, il va falloir se nicher, se différencier. Et tu arrives en tant que monteur vidéo, tu te différencies comment? Ouais, je fais du motion design. Ah, super ta différenciation. Tu t'entraînes 2 semaines et tu le fais aussi. Et en fait, tu peux que te différencier en disant, moi je m'occupe du montage pour les avocats, ou je m'occupe du montage pour les agences de com. Là, tu peux faire du montage, de l'IA pour les avocats, mais spécialisé dans le juridique. Et spécialisé dans le juridique j'y connais rien en juridique, je vais prendre une autre. Spécialisé dans l'immobilier. Et spécialisé dans l'immobilier locatif. Et spécialisé dans la relance de clients immobiliers locatifs. Donc, tu as un niveau de spécialisation qui est absolument énorme. Et pourquoi ? Parce que l'IA, plus elle est spécialisée, plus elle est compétente et efficace. Donc, tout ce que tu peux faire en termes de spécialisation avec l'IA, c'est un nombre incalculable de marchés sur lesquels tu peux te positionner. Barrières à l'entrée qui sont protectrices. Oui, il y a des barrières à l'entrée. Oui, il va falloir comprendre l'environnement dans lequel tu es. Oui, il va falloir comprendre les business. Oui, il va falloir avoir des compétences techniques. D'ailleurs, les compétences techniques, tu peux les déléguer. Ça, c'est un autre sujet. On va rester sur le fait que tu es tout seul et que tu es débutant. C'est cool. Il y a des barrières à l'entrée qui sont protectrices. L'argent, si tu veux pouvoir la créer et la capter, il faut fournir des efforts, mon pote. Sinon, au bout de 2 ans, ton business, il est mort. Comme tout ce que je suis en train de te montrer. Donc, c'est des barrières à l'entrée qui sont protectrices. Il y a un monopole invisible. C'est que si ton IA remplace 10 process silencieusement, en fait, tu n'es plus indispensable. L'IA est obligatoire. Le monopole vient de se créer automatiquement. Il y a une évolution aussi du service qui peut aller vers un produit. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au SaaS, c'est que si tu arrives sur un truc très verticalisé, CRM pour la prise de rendez-vous pour les tatoueurs, ça tu peux le faire avec de l'IA au début, l'automatisation et de l'IA, et puis tout doucement tu le fais évoluer vers un produit. Tu l'as vendu à 5, 10, 15, 20, 30 tatoueurs. Tu as gagné de l'argent avec les 30 tatoueurs avec un produit qui n'est pas un SaaS, de l'automatisation avec des outils no-code. Tu as les 30 tatoueurs, et là tu le fais évoluer vers un SaaS. Donc tu peux même avec un business aller vers un autre business, si c'est pas merveilleux. Il n'y a aucun autre business qui te permet de faire ça. Par ailleurs, l'économie derrière, elle est révolutionnaire. Les tickets, ils sont élevés, entre 3 000 € et 150 000 € par projet. VS, le SMMA, c'est quelques milliers d'euros. Tu as des marges qui sont exceptionnelles. Tu n'as que des outils no-code à utiliser. Les outils no-code, ils ont tous des versions gratuites. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est en train de naître. Donc, les prix sont encore au plus bas pour pénétrer le marché, pour que les gens soient éduqués à tous ces outils-là.
Je suis pas en train de dire le contraire, hein. Ce business va aussi finir par mourir. Mais on n'en est qu'au début de l'IA. T'as vu le nombre d'années que ça a tenu les agences qui vendaient des sites internet? Entre quand c'est arrivé internet à, je sais pas, 2015. Tu pouvais faire des millions d'euros avec des agences qui vendent des sites internet. Parce qu'on était au début de la technologie. Donc oui, ça va finir par être niché, comme n'importe quel business. Sauf que là, on en est au début de la technologie. Donc soit tu attends 5 ans et ça devient de plus en plus dur, même si ça sera encore largement possible, soit tu le prends maintenant et là tu peux aller te gaver comme dans n'importe quelle révolution technologique. C'est pour ça que selon moi, c'est le meilleur des business. Tu as des marges exceptionnelles et tu as un ROI client évident. Tu as un avantage cumulatif aussi là-dedans. C'est que tu as un apprentissage qui est exponentiel. Chaque projet nourrit les suivants. Si tu sais faire une IA pour l'immobilier, tu sais faire une IA pour le juridique. Et tu sais faire une IA pour le support. Parce que derrière, c'est que le prompting qui change. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que c'est un apprentissage qui est évolutif et qui nourrit ce que tu peux faire derrière. Tu as une librairie derrière qui est réutilisable. C'est que quand tu fais des prompts, tu peux les réutiliser pour d'autres choses. Quand tu fais des agents, tu peux les réutiliser pour d'autres choses. Quand tu fais des workflows, tu peux les réutiliser pour d'autres choses. Et quand tu as des architectures complètes qui sont éprouvées, tu as juste à les réadapter à d'autres marchés. Donc tu as une capacité d'adaptation qui est absolument énorme. Les coûts marginaux qui sont proches de zéro, parce que quand tu utilises l'IA, toi ça te coûte pas grand chose, eux ça leur coûte encore moins. Et donc tu peux créer 2 fois plus de valeur sans multiplier tes coûts par 2, soit pour toi qui lance le business, soit pour l'entreprise. C'est un vrai avantage. Et donc, tu as un capital complètement immatériel qui s'accumule. Plus tu fais, plus tu deviens fort. La proposition de valeur, elle est incontestable. Tu peux gagner 4 heures par jour. Et donc, c'est 3 clics et c'est fait. Avant, tu passais 4 heures par jour à faire ta merde. Maintenant, en 3 clics, c'est fait. Excuse-moi, je me suis trompé. Tu as un ROI qui est quantifiable en temps, en erreur, en conversion, en cycle de vente, etc. Tu as des pain points qui sont urgents. Tu as des coûts humains qui deviennent insoutenables. Oui, l'inflation, les gars. Tu as des solutions qui sont complètement invisibles. C'est qu'une bonne IA est invisible et elle devient le système nerveux d'une entreprise. Et ça, pour toi, en tant qu'entrepreneur, tu gardes des clients longtemps. Et tu as des avantages structurels qui sont uniques. Aujourd'hui, en 2025, c'est passé d'une simple hype à une réalité business. C'est bien pour ça qu'il y a Oser l'IA qui vient de sortir. Un plan gouvernemental français qui vient vous dire, les gars, les entreprises, il faudra peut-être se bouger le cul. C'est devenu réaliste. Donc là, 2025, c'est juste le meilleur moment pour lancer ce business-là. Tu as des technologies qui deviennent matures. Enfin, on a des outils qui sont stables. On a des résultats qui peuvent être prévisibles quand on maîtrise bien les outils, quand on fait des bons prompts, quand on cadre bien l'IA et quand on la spécialise correctement. Et finalement, et ça c'est un peu la grande question que moi je reçois beaucoup, c'est comment ça va se passer à l'avenir. Parce que ma théorie, moi, sur l'avenir, et attention, je suis pas Madame Irma, personne ne la connaît, c'est qu'aujourd'hui, il faut correctement analyser ce que tu peux faire avec l'IA, développer une IA sur mesure et aller faire une structuration dans l'entreprise avec cette IA que tu as développée. Demain, tu auras juste à faire de l'IA, de l'analyse, et de l'intégration. Parce que le développement, c'est l'IA qui va s'en occuper. Après-demain, tu auras juste à faire du conseil. Et donc finalement, l'horizon, c'est que demain, tu auras juste à te positionner comme un expert en conseil vs un technicien. Et là, tu vends du vent. Et là, ta marge, elle est de 100%. Et donc finalement, tu as un horizon qui est absolument fou. Attention, on ne connaît pas l'avenir, je ne suis pas Madame Irma, mais cette évolution permet de monter en gamme plutôt que d'être remplacé. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi finalement c'est le business parfait ? Demande explosive, toute entreprise doit automatiser, marché non saturé, premier arrivé, premier servi, il y a des barrières naturelles, il y a un ROI client qui est évident et il y a une scalabilité qui est infinie. Service vers produit, je dirais même dire vers conseil et derrière vers écosystème. Et donc tu as un verdict ici qui est évident, tu as tous les avantages de tous les marchés qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, et donc sans la saturation, sans toutes ces conneries qu'on a vues jusqu'à maintenant, et tu n'as aucun inconvénient majeur. Peut-être la compétence technique, parce que évidemment c'est un nouveau monde et donc il faut le connaître. Ça, je l'enlève pas, c'est pour ça que nous on vous forme à ça. Et c'est un marché qui est nouveau en plus. Révélation, tous les business analysés précédemment nécessitent les mêmes compétences. Marketing digital, acquisition client, agence IA. Contenu, expliquer l'IA aux prospects. Analyse de données, mesurer le ROI, les optimisations. Relations client, vision stratégique. Sauf que là, tu es dans un marché qui est non saturé, qui est pas du tout concurrentiel, où il y a une explosion absolument folle, où il y a un ROI absolument évident, et c'est protégé par des barrières, des mecs qui vont se dire « Ah mais non, c'est trop dur techniquement, moi je veux pas. » Bon si c'est trop dur, va regarder Netflix et va te branler sur TikTok et laisse-nous le business. Conclusion incontestable, les agences IA sont tous
les avantages sans les inconvénients. 15. Coach sportif en ligne, la saturation, YouTube. Le marché, il est noyé de contenu gratuit. Il y a une différenciation qui est complètement impossible. Il y a un truc qu'on peut pas éviter, les gars, hein, c'est que des pompes, ça reste des pompes. Hein. Si c'est fait dans un coaching, dans une vidéo via ChatGPT, des pompes, ça reste des pompes. Donc il est impossible de réinventer les techniques, les pompes. Alors on va les brander, c'est devenu le régime keto. Ouais, mais grosso modo, c'est la même chose. Et donc c'est bien, ça va durer un temps. Sauf qu'aujourd'hui, l'IA, elle le fait. Il y a des techniques qui sont standardisées et finalement, il y a un contenu gratuit qui est complètement illimité. Donc pourquoi payer 150 balles par mois un mec ou pourquoi payer un ticket à 3000 balles alors que l'IA, je lui prends en photo ma balance, mon corps, ce que je veux pas, il me fait un programme. Je peux même le connecter finalement à ChatGPT pour lui demander de me renvoyer un message sur ma boîte mail tous les jours. On en revient à l'IA. Hein. Si les coachs sportifs ils veulent pas mourir, il va falloir qu'ils utilisent de l'IA. Hello, moi j'ai une agence IA, vous voulez des services pour votre agence sportif? Eh ouais les gars. Réalité économique décevante, concurrence technologique absolument folle, des défis insurmontables, bref c'est la même merde que tous les autres business. Si l'IA peut analyser ta posture mieux qu'un humain, bah pourquoi payer un humain? C'est un métier qui est littéralement en voie de disparition à cause de la technologie. 16. Vendre d'e-book. Ça, c'est le produit d'une époque qui est complètement révolue. Il n'y a plus personne qui achète des PDF. Les autres, ils sont tous en train de se faire baiser avec le truc de DSA, là. Sauf qu'ils ont toujours pas compris qu'en fait, le produit que les mecs se font vendre, bah, c'est le produit qu'ils vont, eux, derrière vendre. Donc, c'est un Ponzi absolument énorme. Finalement, la vente de e-book, bah, c'est juste de la génération de visuels. Il y a, les gens, ils veulent plus un contenu statique, ils veulent une expérience immersive. Il y a des habitudes aujourd'hui où les gens, ils consomment du contenu complètement gratuit. Les blogs, les Substack, les Medium ou les vidéos TikTok, les vidéos YouTube. Les PDF, ça a une perception aujourd'hui qui est absolument nulle. Avant, c'était beaucoup moins répandu. Bah, maintenant, c'est partout. Les PDF, en fait, aujourd'hui, on les donne gratuitement dans nos stratégies marketing. Il y a une expérience utilisateur qui est pourrie, il n'y a pas d'engagement. La psychologie du gratuit, elle a été prouvée par Dan Ayerly, qui est un psychologue de l'analyse comportementale, qui prouve que maintenant, le gratuit, il a beaucoup plus de valeur autant de valeur que 10-15 balles. Et un e-book, tu peux pas le vendre plus que 10-15 balles. D'ailleurs, pareil, l'industrie du livre, elle est quand même en déclin. Hein. Et pourtant, il y a des historiens, des grands lecteurs, des grands auteurs, des grands ceci, mais bon, c'est en déclin quand même. Hein. Donc, pourquoi aller se positionner sur un marché qui perd en euros et en économie tous les ans? Il y a une friction à l'achat, hein, sortir sa carte bleue pour un PDF à 19 euros, VS un clic gratuit, bah on connaît la réponse. Et donc finalement, il y a une économie du micro-produit qui est complètement défaillante. On peut plus faire comme avant, c'est plus possible. Donc derrière ça, il y a une obsolescence du format écrit, des défis qui sont insurmontables, hein, parce qu'il va falloir faire de l'acquisition encore et encore pour un produit qui vaut 10 balles. Donc pour être rentable, soit tu es extrêmement bon en acquisition client, soit en fait t'es pas rentable. Grosso modo, un e-book seul, c'est un produit qui est orphelin dans une économie moderne, ça ne sert à rien, c'est un produit unique qui est impossible, où il est impossible de créer un écosystème autour, il n'y a pas de récurrence, il y a une monétisation qui est limitée, et il y a une évolution qui est impossible. 17. MLM. Est-ce que je dois vraiment parler du MLM? Est-ce que je vous laisserai pas le lire juste tout doucement? Est-ce que je devrais pas juste lire les titres? Vérité statistiquement brutale, hein, il y a personne qui gagne plus que 2000 euros là-dedans. Modèle économique toxique, illusion d'un business model alors que c'est une putain de pyramide de Ponzi, réalité financière, il y a personne qui gagne un euro là-dedans, saturation sociale, si t'as envie que ta famille, ta mère, ta sœur à qui t'as vendu des tupperwares pourris, elle te chie dessus pour le restant de ta vie, alors va effectivement faire du MLM. Il y a des risques légaux qui sont de plus en plus border parce que bon, cette promesse de gain un peu douteuse, la vente de produits financiers un peu douteuse, bref, ce truc un peu flou. Moi j'irai pas là-dedans, hein. C'est pas là-dessus que tu construis des business viables. Il y a une philosophie qui est complètement toxique, hein. Faut faire du recrutement, du management bizarre, pousser les gens au bout de leurs limites, t'as aucune liberté, tu vas monétiser tes amis et ta famille, enfin c'est un peu chelou. Et finalement les grandes leçons c'est que le MLM ne crée aucun monopole ni secret, il redistribue dans un schéma instable. Le seul levier est ton réseau social et donc il est limité, fragile et épuisable et le client final est oublié. Tout est centré sur le distributeur et donc il y a une inversion qui est complètement toxique. Bref, c'est un schéma pyramidal complètement douteux. 18, assistant virtuel. C'est pas mal, sauf que c'est un piège du temps contre argent. La concurrence, elle est mondiale et surtout impitoyable. Tu vas aux Philippines ou aux Indes, avec 3 $ par heure, t'as un assistant virtuel. T'as Upwork qui est complètement saturé, ComeUp qui est saturé, Fiverr qui est saturé. Tous ces trucs où tu peux aller chercher des assistants virtuels, c'est saturé.
Donc, tu as une course vers le bas. Leur vie, c'est Amazon. Si t'as pas le prix le plus bas, personne t'achète. Tu as l'automatisation qui est littéralement en train de tuer ce métier. Hello, j'ai une agence IA. GPT-4 qui fait 80% du travail de tous ces mecs-là. Zapier qui automatise tout. Notion qui automatise tout. Question fatale client. Pourquoi te payer alors que l'IA peut le faire gratuitement? Tu as un modèle temps contre argent qui est fatal. En plus, tu es payé de moins en moins bien. Ton taux horaire il est de plus en plus bas à cause de la concurrence internationale et à cause de l'IA. Tu as une évolution qui est forcée vers la complexité. Si tu es généraliste, tu es mort. Si tu peux faire des trucs plutôt spécifiques, pourquoi pas? Mais bon, l'IA peut le faire aussi. Tu as des pièges qui sont sous-estimés. C'est que tu peux rentrer dans du micromanagement un peu douteux de clients toxiques. Tu peux être isolé professionnellement. Tu peux stagner d'un point de vue compétence, parce que être l'assistant de quelqu'un, finalement, intellectuellement, c'est pas très stimulant. Et tu peux rentrer dans un truc un peu de je fais que des tâches basiques. Et derrière, tu peux pas scaler. Plus de clients, moins de qualité, parce que tu passeras moins de temps avec eux. Et quand on paye un assistant, c'est pour avoir un bras droit. Donc en fait, à la limite, pourquoi pas passer de assistant à opérateur à COO? Mais finalement, tu vends toujours ton temps. Pourquoi pas faire évoluer tes tâches? Mais ça veut dire que tu dois faire évoluer tes compétences. Et derrière, tu fais tourner le business des autres sans en avoir la jouissance. Conclusion stratégique, tu es un freelance déguisé en salarié. Encore une fois, tu as besoin des mêmes compétences organisationnelles et tech que toutes les entreprises qu'on a vues jusqu'à là, tous les business models que là, mais pour faire tourner l'empire de quelqu'un d'autre. En tout cas, on a fait une analyse complète de tout ça. J'espère profondément que ça t'aura plu et que ça t'aura permis d'y voir clair sur les différents business qui s'offrent à vous. Ça a été un prisme un peu négatif, mais j'ai essayé de rester dans de l'économie pure et dure. Les business ici, ça veut pas dire qu'ils sont morts, ça veut dire qu'ils sont devenus de plus en plus durs. Et pour un débutant qui veut vite aller s'extraire de sa situation, vous savez quoi faire. Ce qui est intéressant avec ces recherches, et je sais pas si tu t'es fait la remarque tout le long, mais c'est que dans la grande majorité des business qu'on a vus, l'IA va les remplacer ou les assister à fond. Donc, soit ça deviendra des gens qui sont inutiles, soit ça deviendra nos futurs clients. Les coachs sportifs, l'IA analyse déjà mieux les clients qu'eux. Les monteurs vidéo, Runway automatise 80% du travail. Les assistants virtuels, GPT-4 fait les tâches gratuitement. Les créateurs de contenu, l'IA génère texte, images, vidéos, sous-titres, tout. Donc tous ces entrepreneurs vont avoir besoin de quelqu'un qui comprend les quelqu'un qui comprend finalement l'intégralité de leur business et qui va pouvoir les sauver de l'obsolescence. C'est exactement pour ça que le marché des agences IA est le plus puissant. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Option 1, choisir un de ces business, vous battre dans un océan rouge, subir la concurrence et l'automatisation et espérer que l'IA ne vous remplace pas. Option 2, créer une agence IA, surfer sur la vague, aider les autres à s'adapter, être du bon côté de la révolution. Et dans 5 ans, est-ce que vous voulez être celui qui subit l'IA ou celui qui la maîtrise? Est-ce que vous voulez être le monteur vidéo remplacé par Runway ou l'expert qui aide les entreprises à intégrer Runway? C'est très simple. Le marché il est en explosion. Il y a une concurrence quasi inexistante, des compétences qui sont transférables et un ROI client évident. On ne connaît pas effectivement l'avenir exact de l'IA, mais on sait une chose. Aujourd'hui, si les entreprises ne s'adaptent pas, elles disparaîtront. Et celles qui s'adaptent auront besoin d'aide. Votre choix, c'est soit subir cette transformation ou l'accompagner. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, jouez à l'algorithme, parce que moi aussi je suis dépendant de l'algorithme avec cette vidéo. Et si vous voulez plonger un petit peu plus dans l'univers des agences IA, je vous mets une vidéo juste en dessous pour vous apprendre finalement à lancer votre agence IA, à comprendre les tenants, les aboutissants et vous montrer finalement ma méthode qui m'a permis depuis 2025 de générer, je crois, quasiment plus de 200 000 euros alors qu'on n'est même pas, qu'on est que au mois de juillet avec les agences IA. Et donc rappelez-vous d'une chose, dans une révolution technologique, il vaut mieux être du côté de ceux qui distribuent les outils plutôt que du côté de ceux qui subissent les outils. C'était Simon, à très vite les jeunes.